Et je vais maintenant laisser la parole à Julien Devinant, qui est chercheur postdoctoral au sein de l'initiative Sciences de l'Antiquité. Julien Devinant est un spécialiste de Galien. Il a publié aux Belles Lettres en 2020 Les troubles psychiques selon Galien, étude d'un système de pensée, qui était le résultat de sa thèse doctorale. Et il est actuellement en train d'éditer les facultés naturelles de Galien pour les Belles Lettres. Voilà. Donc, je lui laisse la parole. Son exposé portera sur Galien et la systématisation de la médecine. Merci. Je commencerai en disant que moi aussi, mon PowerPoint est un peu sommaire et donc je suis disponible si vous avez des questions de bibliographie ou de points de détail. Je suis disponible aussi par mail. Vous pouvez me poser directement la question après le séminaire ou pendant la conversation. Alors, si j'ai choisi la notion de systématisation pour servir de fil directeur à une introduction générale à Galien et à ses écrits, c'est parce qu'elle permet d'interroger la place indiscutablement centrale occupée par Galien dans le développement de la tradition médicale occidentale. Naturellement, il faut bien voir que cette prééminence de Galien est en partie due à un effet de perspective. C'est-à-dire que parce que Galien a beaucoup écrit et parce que les travaux de ses contemporains et de ses prédécesseurs directs ont presque tous quasiment disparu, Galien occupe un peu tout l'espace dans notre perception de la médecine occidentale à partir de l'époque hellénistique et romaine. Mais le succès de Galien s'explique aussi par des raisons internes, à savoir, en premier lieu, son ambition de constituer l'ensemble de la médecine en un édifice cohérent. Et c'est ce système galénique dont je vais essayer de brosser un tableau d'ensemble aujourd'hui. Tableau qui sera nécessairement rapide et sommaire et qui, j'espère, je vais essayer de réduire au minimum en restant compréhensible. Alors, à ce propos, je voudrais commencer par une mise en garde. Paradoxalement, Galien est à la fois mal connu et trop connu, ou plutôt trop connu et mal connu. Son œuvre est énorme et difficile d'accès. Elle est conservée dans diverses langues et partiellement encore mal éditée. Mais surtout, comme Galien parle beaucoup de lui, l'homme et sa carrière sont mieux connus que son œuvre, et comme l'édifice médical qu'il a mis en place a constitué la base de l'enseignement de la médecine jusqu'au XVIIe siècle, on lui prête souvent des idées qui sont des interprétations et des reformulations ultérieures. Pour ne donner qu'un seul exemple, que je trouve assez parlant, on rencontre très fréquemment l'idée que Galien aurait une doctrine physiologique des trois esprits. Esprit psychique, esprit vital, esprit naturel. Or, on ne trouve rien de tel chez Galien, qui parle bien de pneuma psychique, psychikon, et de pneuma vital, zotikon, mais qui mentionne une seule fois, et avec beaucoup de réticence, le terme de pneuma naturel, futikon. C'est dans son traité de la méthode thérapeutique. À vrai dire, son système n'en a pas besoin, et s'il devait lui faire une place, on ne sait pas bien comment, dans le détail, il s'y intégrerait. Le fait que cette doctrine soit habituellement désignée comme une doctrine des trois esprits, spiritus en latin, qui traduit le pneuma, le souffle grec, n'est pas innocent, puisque cette doctrine est effectivement centrale dans le galénisme scolastique médiéval. On la voit d'ailleurs assez tôt apparaître dans les reprises tardo-antiques de Galien. En d'autres termes, il s'agit d'un artefact du galénisme qui vient brouiller notre lecture de Galien. Alors, je tenais à commencer par là, pour mettre en avant ce que je ne pourrais pas vraiment faire apparaître aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que, contrairement à l'image reçue, il y a chez Galien beaucoup de nuances, d'hésitations et de questions laissées ouvertes. Galien est moins systématique qu'on a voulu le faire paraître par la suite. Mais il est vrai que c'est un des traits dominants de son œuvre, que cette volonté de faire système, de structurer la discipline, Galien emploie le terme de sustasis, c'est-à-dire de lui donner une organisation exhaustive, méthodique et rationnelle. Galien n'est pas le premier à tenter cela. En effet, pour comprendre son entreprise, il faut rappeler brièvement deux éléments importants de l'évolution de la médecine entre Hippocrate et lui. Le premier concerne la difficulté d'articuler théorie et pratique. C'est ce que Mario Vegetti a appelé la révolution épistémologique inachevée de la médecine hellénistique alexandrine. Chez Hérophile comme chez Érasistrate, il y a le projet de faire une place dans la médecine à une théorie des conditions normales du fonctionnement du vivant.
Mais le fossé entre la tradition théorique aristotélicienne, adoptée en anatomie, en physiologie et en étiologie, et la pratique séméiotique et thérapeutique héritée de l'hippocratisme, n'est jamais vraiment comblé par Hérophile, et le problème est mal négocié par Érasistrate, qui est obligé de recourir à des structures et des processus invisibles théoriquement observables qui brouillent son anatomie et restent sans influence notable sur sa pathologie. Donc il y a ce problème d'articuler théorie et pratique dont Galien hérite. Mon second rappel concerne la structuration du paysage médical en secte, dont on parlera plus tard dans ce séminaire, c'est-à-dire en école, hairesis, à partir de l'époque hellénistique. Ces sectes sont surtout connues par Galien lui-même dans son traité des sectes, qui présente son propre projet comme une forme de solution aux controverses qui animent les sectes de son temps. Alors, il y a d'abord une opposition, pour décrire les choses très rapidement, il y a d'abord une opposition entre médecins dogmatiques ou logiques et médecins empiriques. Les empiriques reprochent aux dogmatiques de faire usage de l'indication, endeixis, c'est-à-dire de l'inférence du visible à l'invisible et de chercher à découvrir des causes cachées, inobservables des maladies, tandis qu'à contrario, les empiriques procèdent par essai et erreur. Galien reproche aux empiriques d'avoir une approche qui n'est pas inefficace, mais qui est désordonnée et en définitive beaucoup plus longue et hasardeuse. En d'autres termes, il nous dit qu'ils ont amoncelé du savoir, ils ont abouti à un atroïsma, un tas, et n'ont pas su ou n'ont pas voulu l'organiser. Ensuite, il y a une troisième grande secte qui précisément se désigne elle-même comme méthodique, qui est plus tardive et qui est active surtout à Rome. Et pour le dire très rapidement, leur méthode fonctionne à l'économie. Elle fait un usage restreint à la fois de l'expérience et de la raison. L'idée est qu'un état maladif donne de lui-même l'indication du traitement convenable. Galien voue une haine féroce aux méthodiques et leur reproche d'avoir dévoyé la notion même de méthode. Justement, la méthode doit servir à se repérer dans des situations complexes. Si les choses étaient aussi simples que le veulent les méthodiques, nous dit Galien, il n'y aurait pas besoin de méthode. Donc, globalement, Galien est bien plus proche des dogmatiques. Il entend fonder son traitement sur une compréhension complète des phénomènes du vivant. Mais lui-même proclame son indépendance à l'égard des écoles. Il s'agit d'un véritable fléau pour lui. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi de mauvais dogmatiques. Et l'ambition de Galien est donc, si l'on veut, de formuler un dogmatisme correct, dont les procédures sont fondées en raison et toujours compatibles avec l'expérience. Et l'élément le plus important à retenir du système galénique, c'est ce qu'il ne cesse de répéter, c'est que la méthode appropriée est fondée à part égale sur deux piliers, le raisonnement, le logos, et l'expérience, la peira. Alors, après ces remarques pour situer le contexte de développement de la pensée de Galien, j'avais prévu de vous donner des repères biographiques, mais pour aller un peu vite, je vais évacuer cette partie de mon exposé. Je vous renvoie tout simplement au très bon livre de Véronique Boulon-Milot de 2012, qui se lit très bien comme un roman, sur la vie de Galien. Vous y trouverez donc toutes les informations à jour sur ces questions. Donc, je rappelle simplement les dates 129-216. Maintenant, je vais vous présenter brièvement donc, le corpus galénique tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, vous voyez dans la bibliographie que je vous donne justement le lien vers cette bibliographie de Gerhard Fichner, où on trouve énormément de choses. On ne trouve pas tout pour Galien, mais c'est toujours un très bon point de départ. Si vous avez des questions sur un traité de Galien, commencez par là. Alors, Galien a énormément écrit. Aujourd'hui, on a conservé plus de 150 traités et il en aurait écrit quelque chose comme 400. 150 traités qui constituent près de 16 000 pages dans l'édition Kuhn, qui est encore l'édition de référence que je vous ai mis en photographie sur le côté. Paul Moreau comptait une moyenne de 500 pages par an. Il écrivait quelque chose comme 500 pages par an
dans les 50 dernières années de sa vie. Et Galien n'a pas seulement beaucoup écrit, mais il a écrit dans beaucoup de domaines, dans toutes les branches de la médecine, en philosophie. Il a fait des études littéraires aussi, en théâtre, en poésie, en linguistique. Enfin, il a vraiment un savoir panoptique. Je voudrais simplement relever quelques traits remarquables de sa production. Le premier est son usage des autorités, notamment philosophiques. Une bonne partie du travail de Galien est celui d'un érudit et d'un commentateur. Et il commence très tôt et consigne par écrit les enseignements de ses maîtres. Cela se ressent dans son œuvre qui fait usage de doctrines de tous horizons. Longtemps, on a donc présenté Galien comme un éclectique, au mauvais sens du terme, qui incorporerait des éléments de doctrine disparates et parfois incompatibles dans son œuvre. C'est notamment Jonathan Barnes défend cette idée pour sa logique, pour son usage de la logique aristotélicienne et stoïcienne. Alors, sans vouloir ici résoudre le débat, je note simplement que Galien n'est pas un dilettante et qu'il recourt aux doctrines des autres, mais de manière très informée et maîtrisée. Geoffrey Lloyd, d'ailleurs, comparait sur ce point Galien à Aristote, qui lui aussi s'attache à établir l'opinion de ses prédécesseurs et s'en sert de base pour ses propres réflexions. Parmi les autorités de Galien, certaines sont plutôt latentes ou même cachées, comme par exemple Aristote. D'autres sont tantôt acceptées, tantôt rejetées, comme les stoïciens. D'autres sont mises en avant sans pour autant toujours structurer profondément sa pensée, comme Platon. La seule autorité en médecine comme en philosophie qui soit toujours affirmée, c'est Hippocrate. Mais sur ce point, il faut faire attention. Parce que pour Galien, Hippocrate, qui a presque toujours raison, est aussi souvent mal compris. Galien nous dit que c'est parce qu'il écrit vite. Fait rarement des erreurs, et quand il y a des incohérences, Galien les met sur le compte de l'inauthenticité de ses écrits. Autrement dit, Galien porte un regard critique, philologique, sur Hippocrate, qui n'est pas totalement dépourvu d'ambiguïté, puisque Galien, en un sens, compose son propre Hippocrate, en même temps qu'il s'en sert pour donner autorité à sa propre doctrine. Il faut toujours faire attention quand Galien parle d'Hippocrate. Je passe sur la question de la mise en scène de soi. Galien est amusant à lire de ce point de vue-là. Il faut également noter que le corpus de Galien ne se laisse pas concevoir en bloc, mais présente différents niveaux de lecture avec différents types de publics visés et partant une chronologie assez complexe. La chronologie des œuvres de Galien est en effet à la fois assez bien connue parce que Galien fait beaucoup référence à ses propres travaux dans ses écrits et complexe et discutée dans le détail. Je vous renvoie aux travaux de Johannes Hilberg à la fin du XIXe siècle. On n'a pas encore réussi à mettre totalement à jour ces travaux. En effet, le problème, c'est que le corpus de Galien contient de très nombreuses notes personnelles ou aides-mémoires qui n'étaient pas initialement conçues pour la publication, mais rédigées à la volée, ou plutôt dictées à des scribes sténographes. Par exemple, sa monumentale méthode thérapeutique, dans sa première version, nous dit Galien, était un aide-mémoire. Mais assez rapidement, Galien s'est montré soucieux d'organiser son œuvre, et lors de son second séjour romain, il s'est employé à mettre en forme ses œuvres de jeunesse qu'il a alors conçues comme des introductions pour les débutants, comme par exemple le traité sur les écoles, le pouls pour les débutants, l'anatomie des nerfs, etc. Et ce travail de réécriture et de correction va continuer durant toute sa vie, ce qui complique beaucoup notre compréhension de la chronologie des œuvres. Je ne fais pas de présentation générale des différentes œuvres, j'en parlerai au cas par cas. Alors, le système médical, je vais tenter donc de vous présenter un résumé du système médical de Galien. Galien a lui-même réfléchi aux différentes manières possibles de présenter et d'enseigner la totalité de l'art médical. Dans son traité de l'art médical et dans chacun de ses deux traités bibliographiques, donc sur ses propres livres et sur l'ordre de ses propres livres, il propose une séquence de lecture. Il y a des variations dans cette séquence de lecture, mais globalement, on peut dire
qu'elle se compose ainsi. D'abord, il faut une solide formation en philosophie et particulièrement en logique. Alors Galien reconnaît que ce n'est pas accessible à tous et à défaut d'être capable de procéder à cette formation initiale, il faut faire confiance à ses maîtres sur le mode de l'opinion droite platonicienne. Ensuite, donc, il faut avoir une première vue d'ensemble de l'art et lire les ouvrages d'introduction à la médecine. Puis viennent ce que Galien appelle les enseignements préliminaires à la méthode thérapeutique, c'est-à-dire l'anatomie et la physiologie, qui vont de pair, on va le voir, la pathologie qui complète la physiologie, puis la thérapeutique elle-même, en même temps que l'étude des substances médicinales, c'est-à-dire sa pharmacologie, et la séméiotique, le diagnostic et le pronostic, qui peut venir avant ou après la thérapeutique, qui bouge dans la présentation de ces œuvres. Enfin, quand on a fait tout cela, on peut faire un peu d'histoire et de philosophie de la médecine, c'est-à-dire on peut se pencher sur les commentaires à Hippocrate et sur ses écrits polémiques contre Érasistrate, Asclépiade, les empiriques, etc. Alors, l'œuvre, pour commencer par la question de la philosophie chez Galien. Je note d'abord que l'œuvre philosophique de Galien est beaucoup plus importante qu'on ne le croit souvent, parce qu'elle est en grande partie perdue. Mais surtout, il faut voir que cette œuvre philosophique va main dans la main avec son œuvre médicale. Galien défend en effet constamment l'idée que la médecine est indissociable de la philosophie, et il a consacré un court traité à la question intitulé, Alexandre en a parlé tout à l'heure, que l'excellent médecin est aussi philosophe. Cette thèse a deux dimensions principales, une dimension morale et une dimension épistémologique. Je passe brièvement sur la dimension morale et je me concentre sur l'épistémologie. Si le médecin a besoin d'être philosophe, c'est essentiellement dans la mesure où il doit savoir conduire son raisonnement avec fermeté. Une grande partie de la production philosophique de Galien est en effet consacrée à la logique, dont il nous reste très peu de choses. On a gardé essentiellement une sorte de manuel qui s'appelle l'institution logique, mais on a perdu son grand œuvre, rédigé assez tôt dans sa carrière, intitulé Sur la démonstration, en 15 livres, et les nombreux commentaires à la logique d'Aristote, plus d'une vingtaine, qu'il a pu écrire. Deux aspects peuvent être mis en valeur dans son travail en épistémologie, sa théorie de la démonstration et ses réflexions sur les causes. Concernant donc la théorie de la démonstration, l'ambition de Galien est en effet de développer une méthode démonstrative, apodeictike methodos, applicable en médecine. Le modèle pour lui est celui des mathématiques, où la vérité, une fois découverte, est si évidente qu'on ne saurait plus en douter. L'idée fondamentale est qu'il faut partir de principes archaïques évidents. Alors, des principes évidents, c'est des principes évidents pour la sensation ou pour la raison, pour ensuite établir des prémices scientifiques, c'est-à-dire des prémices tirées de l'essence du sujet considéré, ce qui suppose d'être capable de distinguer l'essence du sujet de ses caractéristiques accidentelles. À la suite de quoi, il faut avoir une bonne maîtrise des syllogismes pour réussir à formuler des théorèmes solides qu'on pourra appliquer dans le reste de l'art. Le problème, c'est que parfois, on ne peut pas atteindre à ce niveau de connaissance. Et Galien distingue en effet ce qu'on connaît avec certitude, par exemple la localisation de l'âme rationnelle, de ce qu'on ne connaît pas, comme la nature de l'âme, et de ce qu'on peut considérer comme plausible, la dépendance entre l'âme et le tempérament du corps. Je vais vous donner des exemples. En effet, il se rabat sur le plausible lorsque le sujet ne se prête pas à la démonstration, mais qu'il est utile de se prononcer à son propos. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vraie distinction entre ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on considère comme plausible. Le plausible est à défaut de connaître. Il prône donc une forme d'utilitarisme épistémologique que James Hankinson a décrit comme une epistemology for the practicing scientist. Si j'en viens maintenant à sa théorie des causes, le même James Hankinson a bien démontré qu'en la matière, Galien est assurément syncrétique. Mais pour se repérer, on peut dire schématiquement qu'il a tendance à utiliser deux grands systèmes de causes, en anatomie et en physiologie,
c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de décrire le vivant, Galien met en avant un schéma causal aristotélicien, même s'il est réticent vis-à-vis de la cause formelle et qu'il ajoute la cause instrumentale médio-platonicienne, et que dans les faits, il utilise en réalité surtout la cause finale et la cause matérielle. Donc, sa description repose sur ces deux versants. En revanche, en pathologie, sa typologie est plutôt stoïcienne. Il distingue en effet deux causes antérieures à l'effet, la cause déclenchante, procathartiquée, facteur externe au corps, et la cause préalable, proégouménée, facteur interne au corps, et enfin une cause concomitante à l'effet, la cause synectique, qui est une disposition interne du corps. Par exemple, quand on contracte une fièvre après avoir passé une après-midi au théâtre en plein soleil, l'exposition au soleil est la cause déclenchante, le dérèglement de la production d'humeur ou la pléthore qui en résulte est la cause préalable, et la hausse de température qui résulte de ce dérèglement est la cause synectique, et c'est ça la maladie. L'enjeu est en effet de pouvoir répondre au problème traditionnel de l'absence de régularité stricte dans la liaison des causes et des effets, puisque cela permet de dire que les différences individuelles, tout le monde ne tombe pas malade d'avoir passé cet après-midi au théâtre, feront que la même cause déclenchante ne produira pas la fièvre chez tous. J'en viens à la théorie galénique de la matière. Maintenant, si on en vient au contenu même de la doctrine de Galien, il faut voir qu'elle est intégralement assise sur sa conception de la matière, dont il nous dit qu'il faut la concevoir, c'est essentiel, comme continue. Sans matière continue, tout le reste du système s'effondre. Pour Galien, c'est sous le patronage d'Hippocrate, traité de la nature de l'homme, il le dit dans son traité des éléments, que s'inscrit toute la tradition continuiste de la physique, qui va pour lui d'Aristote au stoïcien, et qui s'oppose radicalement à toute forme d'atomisme, incapable pour lui de rendre compte du changement dans la matière. Galien pose que les composants fondamentaux, stoicheia, sont au nombre de 4. Le feu, l'air, l'eau, la terre, ou encore le chaud, le froid, l'humide et le sec. Pour lui, c'est équivalent, même si cela ne va pas sans poser des difficultés. Je ne m'arrête pas là-dessus, je remarque simplement que ce niveau élémentaire, le feu, l'air, l'eau, la terre, pour Galien, est théorique en ce sens que les corps individuels, dans les corps vivants comme dans les substances médicales, donc dans les corps individuels, les qualités ne sont jamais pures. C'est-à-dire qu'il y a toujours une crase, une crassis, un tempérament. Autrement dit, une proportion qualitative entre ces 4 pôles. Or, pour le médecin, ce sont ces corps toujours déjà composés qui jouent le rôle d'éléments. Ce sont donc les éléments de la perception, les éléments pour la perception qui sont importants. Ce sont donc des corps qu'on appelle homéomères, c'est-à-dire qui ne se laissent pas découper en autre chose qu'eux-mêmes. Et parmi ces corps homéomères, il y a d'abord les 4 humeurs, le sang, chaud et humide, le phlegme, froid et humide, la bile jaune, chaude et sèche, et la bile noire, froide et sèche, qui sont produites par l'alimentation. Ensuite, il y a d'autres structures qui procèdent des humeurs, comme les fibres, les membranes, la chair, la graisse, les os, les nerfs, etc. Galien distingue ensuite 2 niveaux supérieurs dans la composition des corps vivants, les structures organiques qui sont caractérisées par une fonction déterminée, le muscle qui se contracte, le cœur qui maintient la chaleur vitale, les testicules qui produisent le sperme, puis la totalité du corps. Maintenant, si on en revient au tempérament, les choses sont en réalité plus complexes qu'il n'y paraît. Un tempérament peut être, nous dit Galien, bon, bien équilibré, Galien parle d'eucrasia, ou mauvais, c'est la dyscrasie, la dyscrasia. On a 9 combinaisons possibles, donc le bon tempérament et 4 dyscrasies simples, 4 dyscrasies composées. On peut être trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, trop chaud et sec, trop chaud et humide, trop froid et sec, trop froid et humide. À vrai dire, le premier, donc le bon tempérament, idéal à l'équilibre parfait entre température et humidité, n'existe jamais nulle part.
Galien le dit, et il défend l'idée qu'il existe une certaine plage de tempérament, globalement moyen, qu'on peut dire bon. Mais il faut encore nuancer les choses, en précisant la notion de qualité utilisée. Puisque Galien distingue la chaleur propre et la chaleur acquise, la chaleur actuelle et celle en puissance, et surtout, il indique qu'une qualité naturelle est toujours relative, c'est-à-dire qu'elle prend sens par rapport à des normes qui sont propres ou communes. Ainsi, il y a des individus ou des espèces qui sont naturellement un peu plus chauds que l'individu que le reste de l'espèce ou l'espèce que le reste du genre. Leur bon tempérament n'est pas au centre du diagramme. Enfin, il faut voir que le tempérament joue à chacun des 3 niveaux de composition du vivant. On peut donc avoir un individu généralement chaud, avec un cœur en l'occurrence trop froid, parce que refroidi par l'état d'un de ses composants ou l'irruption d'une humeur froide. Dans le raisonnement médical, Galien accorde ensuite une importance capitale à l'anatomie. C'est parce que, selon lui, l'anatomie produit des phénomènes évidents, énargos phenomena, qui s'imposent au sens et dont on a vu que c'était le point de départ du raisonnement bien construit. En effet, il donne plusieurs justifications à la pratique de l'anatomie. Il nous dit, dans les pratiques anatomiques, il nous dit que l'anatomie permet de connaître pour connaître, permet de montrer que la nature est bien faite, de comprendre le fonctionnement du corps et enfin d'utiliser correctement son scalpel. En réalité, ce ne sont pas des rôles différents, mais des utilisations imbriquées de l'anatomie. On observe, on trouve la fonction, on voit ce qui permet sa réalisation et enfin, on est ainsi capable de soigner sans erreur. Une autre dimension importante de l'anatomie, que Galien ne mentionne pas dans sa typologie, est qu'elle permet de démontrer sur pièce sa dextérité et sa maîtrise des corps vivants. En effet, Galien se livre souvent à des dissections en public, epideixeis, et c'est quelque chose de très courant à l'époque. C'est une manière pour les médecins de construire leur réputation dans un contexte très compétitif dans la médecine. Ainsi, par exemple, à Pergame, à la fin de ses études, il fait sensation en étant le seul à savoir remettre en place les intestins d'un singe éviscéré et à arrêter les saignements sur les veines sectionnées du singe. Cela étant, c'est surtout parce que l'anatomie donne accès à la fonction qu'elle est importante pour Galien. L'idée centrale, dans sa grande somme anatomique qui est d'anatomie fonctionnelle, qui est le De Usu Partium, le traité de l'utilité des parties du corps humain, c'est que c'est une nature providentielle qui a façonné le corps et qu'il y a donc une explication téléologique à toutes les structures anatomiques. En cela, il s'oppose à Aristote, qui n'est pas assez aristotélicien pour lui. Par exemple, la forme allongée de la trompe de l'éléphant paraît superflue si l'on s'en tient à la fonction, c'est-à-dire le fait que c'est un organe respiratoire. Mais c'est parce que l'éléphant, dans son milieu, en a besoin pour saisir des objets et traverser des fleuves en s'en servant comme d'un tuba, que la nature a allongé le nez de l'éléphant. Galien distingue en effet l'activité propre d'une partie, son energeia, ce qu'elle fait, et son utilité, sa kreia, la fin qu'elle permet d'accomplir. À vrai dire, il y a même plusieurs niveaux d'utilité enchâssés et les parties contribuent au fonctionnement les unes des autres jusqu'à contribuer au fonctionnement de l'individu tout entier. De cela, Galien tire un argument pour une conception religieuse de la nature, qu'il appelle également démiurge, et dont il vante à longueur de temps la beauté et la bonté, et son anatomie se transforme expressément en une initiation au mystère. L'anatomie n'est donc pas une simple observation méthodique, elle est toujours ordonnée à la découverte des activités accomplies par la nature, et c'est probablement dans ses vivisections et dans son expérimentation sur le vivant qu'on le voit le mieux. En effet, il n'y a pas vraiment de distinction entre dissection et vivisection chez Galien ou dans l'Antiquité en général. L'idée est qu'en disséquant sur un corps vivant, on peut introduire une perturbation volontaire dans un système fonctionnel pour voir quelle activité est endommagée. Et il le fait souvent, et par exemple, on peut citer la compression des ventricules cérébraux,
qui produit une perte de conscience et un retour à soi lorsqu'on cesse de comprimer, ou encore la section étagée de la moelle épinaire qui permet de déterminer différents niveaux de paralysie. Pour ce qu'on peut en juger, Galien était probablement très doué en anatomie. Alors, il s'appuie beaucoup sur les découvertes alexandrines, même si là encore, il préfère se réclamer paradoxalement d'Hippocrate. Mais il fait preuve dans ses propres dissections d'une très grande minutie et d'une conscience aiguë du rôle des conditions de réalisation de leur mise en œuvre. On lui doit des découvertes extrêmement importantes, comme le nerf récurrent laryngé ou pas mal de choses en anatomie des muscles. Mais, comme on l'a souvent remarqué, à partir de l'époque moderne, il a aussi commis un certain nombre d'erreurs. La première cause d'erreur est qu'il raisonne par analogie avec l'anatomie animale. Par exemple, il attribue un rôle physiologique important au rété mirabilis, un tissu très vascularisé, donc rété mirabilis, c'est filet magnifique, un tissu très vascularisé à la base du cerveau de certains mammifères, comme le mouton, qui n'existe pas chez l'homme. En effet, à son époque, on ne dissèque sur l'homme que très exceptionnellement. Il a donc fait des observations sur des squelettes, et son ostéologie est bien meilleure que son anatomie, sa physiologie, et occasionnellement sur des cadavres laissés sans sépulture. Mais pour le reste, il a essentiellement travaillé sur des animaux comme le porc ou le singe. Peut-être plus fondamentalement, le fait que l'anatomie galénique soit entièrement ordonnée à montrer la fonction l'amène aussi à faire des erreurs et à réviser ses observations sur la base de ce qu'il devrait voir. Par exemple, et c'est l'illustration que je vous ai donnée, Galien affirme que le septum entre les ventricules cardiaques, la paroi entre les ventricules cardiaques, est perforée. Il en a besoin parce qu'il a bien vu que les valves cardiaques sont à sens unique, ne permettent pas le reflux du sang, et qu'il y a du sang dans le ventricule gauche. Et par analogie avec les anastomoses terminales du réseau veineux, il postule donc la présence de perforations qu'il n'a pas réussi à observer, et il nous le dit. L'anatomie galénique est donc toujours déjà fonctionnelle, mais pour véritablement rendre compte des propriétés dynamiques du vivant, il faut en revenir au tempérament. L'idée centrale de la physiologie de Galien est que la fonction d'un organe dépend de la composition qualitative de la partie qui accomplit cette fonction. En un sens, pour aller très très vite, c'est parce qu'il est chaud que le cœur bat. La manière exacte dont cela se produit reste un mystère. Et c'est pourquoi Galien préfère parler de faculté, de dynamèse. En effet, il y a des facultés partout dans la physiologie galénique. Mais dire qu'il y a une faculté sanguifique dans les veines, c'est d'abord simplement dire qu'il y a quelque chose au niveau des veines qui est responsable de la formation du sang, qui a cette capacité. Autrement dit, les facultés galéniques n'expliquent rien, ce n'est pas leur rôle. Mais ce ne sont pas non plus de pure tautologie, puisqu'à défaut de dire ce qu'est la cause de l'activité, elles disent ce qu'elle n'est pas. Galien ne parle de faculté que quand l'explication mécanique ne fonctionne pas ou ne suffit pas. Par exemple, dans les facultés naturelles, il démontre, donc dans le traité des facultés naturelles, il démontre contre Érasistrate et contre Asclépiade de Bithynie qu'il est impossible de rendre compte de l'attraction sélective de l'urine par les reins avec les seules notions de succion et de filtration. En revanche, Galien est convaincu que cette faculté d'attraction exercée par les reins procède du tempérament particulier de l'organe. Et il compte donc 4 facultés naturelles de ce type qui procèdent du tempérament, facultés d'attraction, d'altération, de rétention et d'expulsion, et qui rendent compte de la majorité des processus physiologiques. Par exemple, la gestation, durant lequel l'utérus attire, retient, transforme la semence, puis expulse le bébé à la naissance. Alors, pour décrire rapidement le système galénique, et juste vous guider un peu dans le schéma que je vous ai donné, on aboutit au schéma suivant. La nourriture fluidifiée dans l'estomac est transformée en sang dans le foie et les veines, arrivée dans le cœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, transformée en sang dans le foie et les veines, arrivée dans le cœur, elle est chargée en pneuma vital
à partir de l'air qui provient des poumons, puis il est distribué, donc, passe dans l'autre partie du sang, et il est distribué par les artères dans tout le corps, notamment jusque dans le cerveau, où mon schéma est incomplet, il faudrait aussi rajouter un apport direct d'air par les narines, notamment dans le cerveau, où le pneuma vital est transformé en pneuma psychique, donc dans le rété mirabilis, et diffusé à partir du cerveau dans tout le système nerveux. Alors la dernière partie est plus complexe, en fait c'est pas ça, mais ça vous donne une idée générale de comment fonctionne la physiologie galénique. La pathologie de Galien s'explique assez facilement puisqu'elle est le miroir direct de cette physiologie. Il s'agit simplement de saisir quel élément du système cesse de fonctionner comme il faut. Alors, je vais juste mettre en avant deux choses, sa nosologie et son raisonnement, la structure de sa nosologie et son raisonnement diagnostique. En effet, dans sa définition de la maladie, Galien reprend la conception traditionnelle de la maladie comme déséquilibre, mais il la précise et il la complète. La maladie est selon lui un état corporel, donc une disposition, une diathésis, responsable de la lésion sensible, c'est important, notable, d'une fonction naturelle. Mais il y a aussi d'autres pathologies qui ne sont pas des lésions fonctionnelles, que Galien appelle symptômes, symptomata, c'est-à-dire tout ce qui arrive de contre-nature à l'animal. Toutes les excrétions ou changements de forme ou de couleur qui ne touchent pas à la fonction, aux fonctions du vivant. À partir de là, il est possible de proposer une classification exhaustive, nous dit Galien, de toutes les maladies possibles. Et il distingue trois grandes catégories: les déséquilibres du tempérament, qui touchent les parties homéomères, je vous rappelle la classification des types de corps que je vous ai donné plus tôt, les anomalies morphologiques, qui touchent les parties organiques, et les ruptures de continuité, qui touchent à la fois les corps homéomères et les corps organiques. On se casse un bras. Il distingue par ailleurs différents niveaux, pour continuer l'arbre des nosologiques, il distingue par ailleurs différents niveaux de lésions selon que la fonction est abolie, atténuée ou corrompue. Je passe sur le fait qu'il y a d'autres structures nosologiques, notamment quand il est question des fièvres. Reste enfin à savoir comment on détermine à quelle catégorie d'affection appartient un trouble donné. Alors, cela demande tout d'abord des qualités d'observation et beaucoup de pratique. À titre d'exemple, Galien invite à commencer à s'entraîner à prendre le pouls au tout début de ses études de médecine. Donc, ça va à l'encontre de sa présentation du curriculum médical. Et il faut dire qu'il a développé une typologie du pouls particulièrement fine. Il a beaucoup écrit sur le pouls dans la tradition hérophiléenne. Et il distingue pas moins de 27 types différents de pouls. Le pouls peut être petit, long, dur, serré, fourmillant, vermiculent. Et j'en passe. Mais la pratique du diagnostic dans son ensemble suppose de maîtriser en fait tout l'édifice médical. Sa méthode, la méthode du diagnostic, est exposée essentiellement dans le traité des lieux affectés, écrit à la fin de sa vie, et elle se décompose en deux temps, en deux grands temps. Il s'agit d'abord de trouver l'origine de l'affection, c'est-à-dire son lieu et son mode, puis de déterminer le tempérament de la partie que l'on aura identifiée. Toutes les anomalies observées, c'est-à-dire essentiellement tous les symptomata, sont alors utilisées comme des signes permettant de remonter la chaîne des causes. J'en viens maintenant très brièvement à la thérapeutique. Je peux être plus bref sur la thérapeutique parce qu'elle ne constitue pas en réalité, pour Galien, une partie séparée de l'art médical, en ce sens que le remède n'est jamais directement relié à l'affection, mais suppose toujours la découverte de la cause. À cet égard, la thérapeutique n'est que l'aboutissement de la réflexion médicale et elle ne demande pas elle-même d'efforts particuliers. Une fois qu'on a trouvé la cause, on sait comment la soigner. Ainsi, la très longue méthode de traitement, méthode thérapeutique dont j'ai déjà parlé, en 13 livres, ne constitue pas une liste raisonnée de procédures thérapeutiques et l'essentiel de la discussion y demeure étiologique.
on peut tout de même noter certains points. Le premier est que globalement, un même principe est à l'œuvre dans toute la thérapie. Le principe est simple, il s'agit d'aller à l'opposé du mal. Une rupture de continuité se réduit, il faut rapprocher les os, rapprocher les chairs, ou encore, et dans la plupart des cas, un déséquilibre qualitatif se rectifie en appliquant un traitement de qualité contraire. Autrement dit, Galien reprend à son compte la thérapeutique hippocratique des contraires, il faut réchauffer ce qui a été refroidi. Mais il faut prendre garde à ne pas aller trop rapidement, c'est-à-dire qu'il faut être certain d'avoir identifié correctement la cause, c'est-à-dire qu'il ne faut pas soigner le symptôme, et il faut prendre en compte l'individualité du patient. Contre les méthodiques qui défendent l'idée que les communautés, donc états relâchés ou resserrés du corps, donnent l'indication du traitement, c'est-à-dire qu'il faut resserrer ou détendre, Galien insiste sur l'idée traditionnelle que le médecin soigne le particulier et doit prendre en considération les variables personnelles, âge, habitudes, environnement, pour évaluer correctement chaque situation. C'est tout l'enjeu de ce qui s'appelle la spécification, le diorismos, qui vise à la prise en compte des conditions d'expression d'une cause. Enfin, dans les recours thérapeutiques, pour contrer le mal, le médecin dispose de 3 types de remèdes, globalement, le régime, le bistouri et les médicaments. Dans tous les cas, un même principe général s'applique, qui est qu'il faut prendre garde à l'intensité du remède, faire en sorte que le remède n'excède pas les forces du patient. Alors, juste pour vous donner quelques indications, lorsqu'on parle de régime, il s'agit en réalité d'hygiène de vie en général, c'est-à-dire non seulement le régime alimentaire, et beaucoup le régime alimentaire, mais aussi la façon dont on dort, la façon dont on s'exerce, les bains que l'on prend, les massages que l'on fait, les frictions que l'on subit. Ensuite, le médecin peut avoir recours à des procédures orthopédiques et chirurgicales pour réduire les plaies et les fractures. Et sur ce point, le répertoire traditionnel est assez développé, mais Galien ne s'est pas particulièrement illustré dans le domaine, il n'a pas vraiment écrit de chirurgie. Dans cette catégorie de la chirurgie, il faut tout de même prendre en compte la saignée, très régulièrement prescrite par Galien, et par laquelle on cherche généralement à évacuer la cause du mal, ou à l'atténuer pour que les forces du malade reprennent le dessus. Enfin, il y a le recours aux médicaments, dans les médicaments, donc, il peut s'agir de substances d'origine végétale, animale ou minérale. Et la distinction importante à retenir chez Galien est entre remèdes simples, c'est-à-dire tels qu'ils se présentent dans la nature, et remèdes composés, plus efficaces et dangereux, comme la fameuse thériaque. Dans le domaine, l'œuvre de Galien est extrêmement riche. Il a écrit 4 gros traités qui consignent le travail de toute une vie, qui passait à chercher les substances et les recettes dans les bibliothèques, dans les boutiques et sur le terrain. Il a beaucoup voyagé pour sa pharmacologie. Et c'est d'ailleurs sa pharmacologie qui a été retenue par la modernité, puisqu'on passe le serment de Galien en pharmacologie et pas en médecine. De ce point de vue, du point de vue de la pharmacologie, je me contenterai d'indiquer qu'on voit bien là, avec la pharmacologie, avec le projet encyclopédique galénique pharmacologique, qu'il n'y a pas de rejet de l'historia des empiriques, puisque tout le propos est d'inventorier autant que possible les médicaments qui ont été éprouvés par l'expérience. Pour conclure, brièvement donc, sur le système galénique, je dirais qu'il faut d'abord noter la dimension de synthèse de l'œuvre de Galien, qui reprend, continue et cherche la cohérence dans Hippocrate, qui intègre les découvertes anatomiques alexandrines et postérieures et transpose dans la médecine les avancées de la logique et de la philosophie naturelle. Ensuite, on peut remarquer que l'entreprise galénique s'apparente effectivement bien à une systématisation, dans la mesure où elle vise à la fois l'exhaustivité, tout a une place dans l'édifice, et la cohérence, c'est-à-dire que les mêmes principes s'appliquent dans les différents domaines et les contradictions sont évitées. Enfin, on peut mettre en valeur le rôle accordé à la théorie. La médecine galénique est une médecine théorique qui se veut scientifique, toujours présente et qui fournit une grille d'analyse pour le réel.
Elle est ce qui permet de sélectionner les signes, de remonter le fil de l'affection et à rebours de s'y opposer dans la thérapeutique. Sur un mode, quand on lit Galien, qui donne toujours l'impression de ressortir de la simple déduction logique. Galien prend ainsi position dans le débat sur la place de la médecine dans la hiérarchie des connaissances, c'est-à-dire qu'il continue de concevoir la médecine comme un art, comme une technique, mais il veut lui donner des fondations scientifiques à proprement parler, épistémoniques, en faisant des disciplines théoriques des auxiliaires, il inverse la structure habituelle, en faisant des disciplines théoriques des auxiliaires de l'art médical. Et si parfois l'art échoue à produire la santé, c'est en raison toujours de la nature idiosyncrasique, quand le médecin est bon, de la nature idiosyncrasique de chaque cas, qui contraint toujours à l'approximation. C'est pourquoi l'art médical galénique se veut profondément méthodique, car c'est la méthode, fondée en théorie, qui permet de corriger et d'améliorer progressivement les approximations de l'art. Alors, je pense que, oui, vu le temps, je vais m'arrêter là. J'avais un appendice sur Galien après Galien que je vous affiche simplement pour que vous ayez les références et les grands temps. On pourra en discuter dans la discussion si vous voulez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. C'est un exposé magnifique, extrêmement complet et à la fois bref, très intéressant. Merci beaucoup. Prenons un petit peu de temps pour poser des questions. Peut-être que tu peux enlever le... Ah oui, pardon. Là, pour que l'on puisse pas se voir. Mais... Voilà. Je me permets deux questions brèves. Je rebondis sur des appels à la question que tu avais fait dans ton exposé. Tu as parlé de la dimension morale de la fameuse maxime selon laquelle le meilleur médecin est aussi philosophe. Il y avait une dimension épistémologique et une dimension morale. Oui. Tu as dit que tu passerais très vite dessus, mais en fait, tu n'en as pas parlé du tout. Oui, j'ai évacué pour rester dans les... Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu, brièvement? Ah, bien sûr, oui. Est-ce que tu peux aussi revenir en quelques mots sur les raisons de la méfiance de Galien concernant la cause formelle d'Aristote? Alors, ce sont deux questions différentes. Hein. Voilà, la première question, la deuxième question en premier. Sur la cause formelle, c'est pas clair en fait. Galien ne nous explique pas pourquoi. Il essaie toujours d'évacuer cette cause formelle. Probablement parce que le rôle... probablement parce que dans son système, je dirais qu'elle empiète sur la cause finale. C'est-à-dire qu'il y a des... Il préfère quand il doit donner la raison d'être d'une chose, il préfère recourir à la cause finale. Je pense que c'est ça fondamentalement la raison. Étant donné le peu de différence chez Aristote entre ces deux causes, comment arrive-t-il, lui, à en faire? Et pourquoi refuse-t-il la cause formelle? Chez Aristote, pour le vivant, c'est la même chose. Je crois qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'elle ne sert à rien, en fait, dans son système. Donc, pourquoi parler de cause formelle? Je suis évidemment très, très schématique là-dessus. Il faudrait en discuter très longuement pour... quel était le deuxième point? Oui, le deuxième point sur l'éthique. Alors, oui, j'ai passé brièvement dessus, premièrement parce que l'éthique ne fait pas partie pour Galien du curriculum médical. Je voulais présenter son système médical. C'est-à-dire que, si on veut, il n'y a pas d'éthique médicale à proprement parler chez Galien. Et aussi parce que elle n'a rien d'extrêmement original. C'est-à-dire que Galien prône l'amour de l'effort, la tempérance. Alors, ce qui est important pour lui, c'est que ce sont des conditions de la pensée vraie. C'est-à-dire qu'il faut être moral pour bien penser. Ça, c'est important. Mais pour l'essentiel, il s'agit de conseils pratiques d'ordre... ça a beaucoup été mis en avant ces derniers temps, notamment à la suite de la redécouverte du traité ne pas se chagriner, parce que c'est un traité qui est très important pour beaucoup d'autres raisons. Mais sa propre contribution
qui emprunte donc beaucoup aux procédures pratiques stoïciennes adaptées dans un schéma platonicien, c'est-à-dire qui repose sur la partition de l'âme platonicienne. L'idée fondamentale, c'est qu'il faut subordonner les âmes subalternes au contrôle de la raison. Oui, donc voilà, son système, c'est essentiellement ça. Et s'il y a un point qui est peut-être à remarquer, c'est que dans l'opposition entre Maitreya entre éradication des passions et modération des passions, il prend clairement position pour la modération des passions, alors même qu'il a des exigences, qu'il affiche des exigences morales particulièrement hautes. Peut-être que son originalité, qui a été mise en avant donc dans le Ne pas se chagriner, c'est une forme de réalisme moral. Il sait bien que dans certaines conditions, contre les stoïciens, il dit qu'il sait bien que dans certaines conditions, il ne se tiendrait pas à ses propres principes moraux. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension morale quand même dans la discussion autour des controverses doctrinales entre sectes? Parce que par exemple, quand Galien... pardon, je coupe j'ai mes mails qui arrivent en même temps, excusez-moi. Quand il condamne l'empirisme comme un type d'accumulation des connaissances hasardeuses, ou comme vous l'avez dit sur le méthodisme, quand il reproche finalement à cette approche finalement de nier la complexité des situations et des pathologies. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même... c'est vraiment une question que j'ai sur ce rapport entre... les fondements épistémologiques du débat et peut-être aussi quand même une dimension morale. Je ne vois pas directement, je ne vois pas très bien quelle dimension morale. Qu'est-ce qu'il y a de moral à reprocher l'accumulation des connaissances? Le reproche de Galien aux empiriques, c'est fondamentalement que ça ne marche pas. Enfin, c'est même pas que ça ne marche pas, c'est que ça peut fonctionner, mais on perd du temps. Alors, oui, vis-à-vis donc pour être sûr de réussir à soigner le patient, peut-être. Peut-être. Donc, une attention à la santé du patient, c'est avoir une épistémologie qui fonctionne au mieux pour pouvoir soigner le mieux possible. C'est ça, voilà. Parce que quand même, je dis ça en ayant en tête un peu aussi des discussions contemporaines où on présente finalement le fait de se passer de la méthode comme une manière de se mettre du côté de la morale et de la philosophie. Sans vouloir citer personne, mais je vois ce que vous voulez dire. Enfin, on voit qu'il y a souvent un rapport entre les débats épistémologiques sur la méthode et des positionnements en fait moraux. Donc c'est pour ça que je demande ça. Est-ce que c'est une projection ou est-ce que je dirais que chez Galien, le raisonnement est plutôt inverse. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important d'être un homme de bien, si on veut, pour réussir à avoir une science qui fonctionne. En tout cas, je ne dirais pas que pour Galien, de ce que je peux en percevoir, le moteur soit moral. Les motivations soient éthiques. Moi, justement, à ce propos, je voudrais savoir si tu serais d'accord avec l'idée que la voie vers l'éthique chez Galien, c'est quand même autour du tempérament. Il faut lire le traité sur l'hygiène. Et le traité sur l'hygiène dit que, en fait, si l'on tend vers une eucrasis, un bon mélange, à ce moment-là, on tend vers une certaine bonté de réflexion, de vie, etc. Et qui plus est, à la fin de ce traité, il y a un passage qui, moi, m'a complètement fascinée, qui en gros
reprend en grec la division otium, negotium latine. Et il y a quelque chose comme l'idée que si on a un bon tempérament, on est quasiment autarcique. Et il y a beaucoup d'autarkéia dans ce traité. On est quasiment autarcique, et si on est quasiment autarcique, on ne va pas se mêler du négotium, et on va rester dans l'otium, et on va réfléchir, et on va travailler. Donc, je crois que c'est autour de la notion de tempérament que se noue une éthique du comportement chez Galien et du soin par la même occasion. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? C'est certain que la morale de Galien est une morale d'homme fortuné. Absolument. Je ne dis pas le contraire. Mis à part la blague, là encore, totalement, je veux dire que l'idée, elle apparaît également dans le traité, dans le Code Adini-Morès, qui est que en agissant sur la dimension, le versant corporel de nos facultés psychiques qui comprennent donc nos vertus morales, en améliorant le tempérament, on améliore, on améliore la réflexion, la moralité, c'est une conséquence directe. Il dit même que dans le De Sanitate Tuenda, donc dans le traité de l'hygiène, il dit même que l'éducation des jeunes enfants, qui procède donc par habituation, il faut leur apprendre à s'exercer comme il faut, marcher comme il faut, etc., contribue au bon tempérament, mais c'est plutôt des facteurs facilitants, parce que c'est ce qu'il dit aussi à la fin du Code Adini-Morès, on part avec un certain donné naturel. Et la médecine, au sens de l'hygiène, agit plutôt sur la plage d'action qui est laissée à disposition par la nature. Je ne sais pas si ça répond totalement à... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Galien-là, enfin, la lecture de ces textes-là et de tout ce qu'il a écrit sur le régime joue un rôle déterminant ensuite dans la réflexion sur la part de liberté, de déterminisme. Enfin, en tout cas, à l'époque moderne, c'est vraiment des textes qui jouent un rôle absolument central dans tous les débats qu'on trouve sur l'idée d'une médecine de l'esprit. Une version d'ailleurs assez tronquée du galénisme, qui est cette version qui insiste si fortement sur le Code Adini-Morès, parce que le Code Adini-Morès ne résume pas tout de ce point de vue-là. On trouve la contrepartie directe dans le corpus galénique, qui est que les tempéraments ne sont pas la cause, mais la condition de la moralité. Oui. Aussi, à propos des causes, Galien, me semble-t-il, considère les dunameis, du moins dans le traité sur les facultés naturelles, considère les dunameis comme les causes instrumentales de la nature démiurgique. Et la cause finale, c'est l'âme, comme chez Aristote. D'où la créa, qui est l'élément essentiel, enfin l'attribut essentiel de la cause instrumentale. Et du coup, il n'y a pas de place pour, enfin, du moins, une grande place est donnée à la téléologie naturelle, une place énorme, plus qu'à l'âme, hein. C'est la nature en tant qu'elle sert
l'âme, qu'elle a l'âme pour fin, qui occupe tout et qui est puissamment téléologique. Alors, d'où la reprise de la formule aristotélicienne, rien n'est fait en vain, etc. etc. Et par rapport alors, il se sert beaucoup de la dynamis aristotélicienne, mais bon, je vais employer peut-être un vocabulaire un peu violent, mais il l'appauvrit quand même. Il l'appauvrit et il l'a réduit considérablement. Alors, de temps en temps, on voit apparaître la dynamis par opposition à l'énergeia dans la substance, dans le corps vivant comme substance, mais la plupart du temps, c'est la dynamis, c'est un instrument. Alors, c'est un instrument qui est cause de l'énergeia. Et à partir du moment où on a une énergeia qu'on constate comme ça par l'anatomie, en particulier par la vivisection, à ce moment-là, on peut postuler qu'il y a une dynamis. Et notre tendance spontanée, quand on entend parler de dynamis après Aristote, c'est de se dire qu'on doit avoir la dynamis aristotélicienne derrière. Chez Galien, c'est pas si clair que ça. Enfin, du moins, c'est le versant causal chez Aristote, l'âme comme cause, elle travaille grâce à ses dynamès. Mais chez Galien, les dynamès sont essentiellement instruments de la nature. Bon, d'où effectivement, quand même, la phrase géniale de Molière, hein. Vertu dormitive de l'opium. Oui, mais c'est aussi ce que j'ai dit dans ce que j'ai essayé de dire dans mon exposé, c'est que la critique, elle est un peu à côté elle tombe un peu à plat, elle tombe un peu à côté parce que ce n'est pas le rôle de la dynamisme d'expliquer quoi que ce soit. On présente des vertus dormitives, en fait, on s'en sert des vertus dormitives. On ne les présente pas comme des explications. Oui, très bien ce que tu as dit. Mais sur ce rôle ce rôle d'Aristote donc vis-à-vis de la dynamisme, c'est d'autant plus marquant que le schéma aristotélicien n'est pas vraiment utilisé que dans le traité des facultés naturelles où est développée la notion de faculté, où est vraiment présentée la notion de dynamisme, l'arrière-plan est aristotélicien, est totalement aristotélicien. Ah oui. Le point de départ, c'est le générationnel corruptionné. Il se sert de la faculté comme cause. C'est ça qu'il prend dans il donne toute la place à ça. Sa faculté revient à une faculté platonicienne, voire hippocratique. Je peux me permettre, je poserai une question si c'est possible. Donc, d'abord, merci pour votre présentation. Vous avez mentionné, par exemple, le rôle négatif qu'on associe à l'éclectisme de manière générale, en mentionnant Jonathan Barnes, où l'éclectisme, ça consiste à emprunter des éléments qui seraient incompatibles. C'est une version très péjorative de l'éclectisme. Pourtant, on trouve quand même chez Galien une expression un peu assez claire d'une forme d'éclectisme qui serait positif. Il affirme, je sais plus où certains choisissent des écoles philosophiques ou des sectes médicales uniquement par manque de choix ou par défaut de formation en quelque sorte. Et donc, on trouve l'idée qu'il vaudrait mieux éprouver toutes les doctrines des différentes écoles, entre autres par la démonstration, comme vous l'avez mentionné. Puis en ce sens, Galien se vante de son indépendance doctrinale par rapport aux écoles philosophiques et médicales. Donc, à votre avis, par rapport au fait de qualifier l'entreprise de la systématisation de la médecine chez Galien, est-ce que ce serait possible de qualifier cette entreprise-là comme quelque chose d'éclectique dans le deuxième sens du terme que j'ai présenté? Oui, merci. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le Galien se vante, alors, pendant ses études, d'avoir fait... il était encore très jeune et il a fait toute la philosophie et il avait remarqué que ses professeurs ne connaissaient rien, ne savaient rien, que ce soit en philosophie ou que ce soit en médecine. C'est bon, il a fait la philosophie et la médecine et il a vu qu'il fallait
faire autre chose que ce qui existait. C'est-à-dire que la doctrine des écoles, c'est vraiment un problème pour lui. Le problème, c'est de savoir quel terme utiliser pour désigner sa propre construction théorique. En français, on a éclectisme ou syncrétisme, et ni l'un ni l'autre ne conviennent. Éclectisme, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a l'éclectisme antique, et donc on est renvoyé directement à un cadre doctrinal qui n'est pas qui fausse notre perception de Galien. Syncrétisme, ça veut dire qu'on garde un peu tout et qu'on mélange un peu tout. Voilà, on n'a pas vraiment de moyen, on n'a pas vraiment de bons termes. Vous trouverez toujours des critiques de l'un ou de l'autre terme. Ce qui est certain, c'est que chez Galien, l'usage de plusieurs doctrines, de plusieurs éléments de doctrine et la combinaison de plusieurs éléments de doctrine est tout à fait possible et vu positivement à la condition donc de bien le faire. C'est-à-dire de mettre tout ça sous le chapeau de la vérité, puisqu'il y a chez Galien, il y a une seule bonne manière de faire. Et c'est la logique qui le dicte. Merci. Merci. J'avais encore une question par rapport aux propos sur le fait que il y a un souci chez Galien de prendre en compte l'individualité de la particularité même des patients par la prise en considération de l'âge, des habitudes, de l'environnement. Et du coup, je me demandais justement par rapport à Hippocrate, qu'est-ce qu'il y a de propre à cette doctrine de la spécification chez Galien? Qu'est-ce qu'il y a de différent peut-être par rapport à la manière dont ces facteurs sont pris en compte chez Hippocrate? Je ne saurais pas vraiment répondre. C'est-à-dire que clairement, pour Galien, on est dans un contexte, ça fait encore partie de ces choses qui sont attribuées à Hippocrate, à son Hippocrate. Et quand il parle d'Hippocrate, il parle de lui-même. Ce qui est certain, c'est que le diorysmos comme terme technique n'est pas un terme qu'on trouve chez Hippocrate. Donc il y a très certainement une formalisation de cette manière de travailler. Donc le diorysmos, ça consiste à indiquer que, donc, comme je disais, l'expression de la on a telle cause produit tel effet, mais si l'on rajoute telle et telle circonstance, mais il faut prendre en compte les circonstances pour retracer le schéma causal. Cette manière de mettre formellement la prise en compte des conditions d'expression de la cause, la prise en compte de l'individualité sur le compte d'une étiologie est peut-être, disons que c'est galénique dans le sens où c'est une formalisation de l'hippocratisme. C'est ma réponse spontanée. Je pense qu'il faudrait faire des recherches pour être sûr que c'est juste. D'accord, merci beaucoup. Catherine, je peux ajouter quelque chose là-dessus. Si l'on pense au traité des lieux affectés, où il est question d'une part d'identifier quels sont les lieux affectés et d'autre part d'identifier quelle est l'affection qui les atteint, Galien considère qu'un des éléments qui, pour le coup, est de tonalité empirique, de détermination des lieux affectés et de l'affection, ce sont les accidents de santé, les symptomata, ce qui est advenu au patient, ce qui lui est advenu dans le présent et ce qui lui est advenu dans le passé. Et ce qui lui est advenu dans le présent, on peut le constater, mais pour le passé, on est obligé d'interroger le patient. Et donc, le patient est éminemment partie prenante du diagnostic. Parce que lui seul peut dire, par exemple, si quelqu'un a reçu un coup violent dans le bas-ventre, il y a quelques mois, il y a des années, etc., et qu'il fait une rétention d'urine, alors on va s'orienter vers la lésion
de la vessie, de l'urétère, etc., etc. Donc, il y a cette idée que ce qui est arrivé au patient, en un mot, qui l'a affecté dans sa vie physique, dans sa vie normale, ce qui l'a affecté, on ne peut le savoir que par lui. Et par là, on doit l'impliquer. Et c'est très important pour le diagnostic. Ouais, donc oui, donc là, c'est quand même... parce que je pose cette question parce que souvent, les modernes reprochent à Hippocrate de s'être désintéressé du sort des patients, en fait. D'avoir, dans les épidémies, finalement, décrit de manière assez distante l'évolution de la maladie depuis son commencement jusqu'à l'issue. Mais évidemment, c'est un reproche assez rétrospectif, mais c'est assez fréquent, en fait, ce reproche adressé à Hippocrate de ne pas vraiment s'intéresser à l'histoire des patients. Ça dit sur cette question donc, de l'interrogation du patient, qu'on trouve effectivement dans les lieux affectés, une autre source importante pour Galien, c'est Rufus d'Éphèse, qui est un des rares auteurs antiques à avoir écrit sur cette question de l'interrogation du patient. Comment est-ce qu'on interroge un patient? Et Rufus d'Éphèse, il est dans la tradition hippocratique. Donc effectivement, je pense qu'il y a une dimension d'empirisme, mais tel que l'hippocratisme s'est pratiqué dans l'Antiquité, ça a été intégré dans l'hippocratisme. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, merci, c'était vraiment très riche et passionnant. Merci beaucoup. Si je peux, un dernier mot. Catherine, oui, je peux. Bien sûr. À propos de l'éclectisme, je crois, il ne me semble pas comme ça, à force de lire Galien, que, comme le disait Julien, la question soit possible à résoudre comme ça, globalement. En revanche, quand on regarde comment avance le texte, donc Galien, c'est un immense répertoire de toute la médecine antérieure et contemporaine, mais un immense répertoire. C'est-à-dire qu'on a des noms comme ça, et il y a des passages. D'ailleurs, on dirait parfois qu'il est obsédé par certains noms. Il y a des passages de prise à partie, de polémique avec certains. Et dans ces cas-là, on se rend compte que la polémique n'est jamais sans résidu. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'il va sauver chez les gens qu'il convoque pour les réfuter. Je pense par exemple à quelqu'un qui nous intéresse beaucoup actuellement et qui est Archigène d'Apamée. Archigène, il a écrit aussi sur les lieux affectés. Et si on est naïf, on se dit, bon, il lui rentre dedans d'une façon absolument brutale. Et en fait, il revient sans arrêt sur des positions d'Archigène qu'il transforme à chaque fois, et ça lui permet d'enrichir sa propre position. Ce qui fait que ce qui convoque et que apparemment il rejette, ils sont en fait utilisés dans une sorte de progression et d'enrichissement de sa propre théorie. Ce qui fait qu'on a parfois, le sentiment d'une cacophonie de noms, mais en fait pas du tout. Il faut voir que tel un fleuve, quoi. Il charrie, Galien charrie des limons qu'il a recueillis ici ou là, mais à l'intérieur d'une méthode et d'une doctrine qui finit par donner sa cohérence. J'aime bien le Galien fluvial. Ça marche bien. Non, je suis totalement d'accord. Ça se voit par exemple très bien pour les stoïciens. Il est très ambigu vis-à-vis des stoïciens. Parfois il rejette, que parfois il reprend. Il a quand même certains, comment dire,
On ne peut pas dire que tout ce qu'il critique, il y a toujours je ne suis pas certain de cette idée qu'il y ait toujours un résidu. Les méthodiques sont quand même vraiment massacrées. Thessalos, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à sauver pour Galien. Oui. On a d'un côté, on a Thessalos et de l'autre, on a Hippocrate. Voilà, il y a quand même entre les deux, il y a du toujours bon, à condition de prendre les bons textes, et du toujours mauvais. Merci beaucoup. Peut-être que nous pourrions nous arrêter là provisoirement. Je te remercie très très vivement, Julien, pour cet exposé magnifique et très instructif pour tout le monde. Je vous remercie toutes et tous de vos questions et de votre participation. La prochaine séance du séminaire aura lieu le jeudi 25 mars et portera de manière générale sur la question de la nutrition, envisagée d'un point de vue antique et moderne et contemporain. Darbo Péchanski fera un exposé sur la partie antique. Je n'ai pas le titre pour le moment. Je ne sais pas si tu as donné un titre. Non, il n'est pas établi pour l'instant. Je vais l'envoyer sous peu. Voilà, on verra un petit peu plus tard. Et pour la partie contemporaine, c'est Marie-Laure Raffin, qui est professeure d'endocrinologie et notamment de nutrition à l'hôpital Ambroise Paré, qui interviendra. Donc, et en particulier, elle insistera sur la notion d'appétit. Voilà. En fait, les deux communications ne sont pas réunies de manière, si je puis dire, de manière absolument surréaliste, mais il y a une entente entre les deux orateurs avant, ce qui permet de donner une cohérence aux exposés. Voilà. Je vous remercie encore de votre participation et je remercie les deux orateurs et je vous dis à très bientôt. Comme on l'a dit, la séance a été enregistrée, je la mettrai sous peu sur le site de l'initiative en consultation. Voilà. Je mettrai un seul enregistrement pour les deux communications. Peut-être s'il est possible, je ne sais pas si c'est envisageable de communiquer le PowerPoint pour les références. Ben, le PowerPoint est communiqué avec l'enregistrement. Ah bah oui, pardon. Merci beaucoup, Julien. Le PowerPoint est communiqué avec l'enregistrement. Oui, forcément, oui. Merci en tout cas. Merci encore. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.